Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, un grand défi. Un grand défi nous rassemble. Je dois en 18 minutes vous expliquer non pas à quoi servent les mathématiques, à quoi sert le calcul, mais à quoi sert l'éducation aux mathématiques. Alors pour ça, je vais commencer par quelques chiffres des mathématiques. Est-ce que vous savez qu'on dépense 8 milliards d'euros par an pour éduquer les Français aux mathématiques? 8 milliards. C'est beaucoup, hein? Beaucoup. Et pourtant, quand on interroge les jeunes, par exemple, combien vaut 35,2 fois 100? Eh bien, la moitié des jeunes qui sortent de CM2 ne savent pas faire cette multiplication. Alors, je ne vais pas vous poser ce soir la question « Combien font 35,2 fois 100 ?» On a demandé aux jeunes qui arrivent en 6e combien vaut un quart. Eh bien, vous savez quelle est la réponse la plus fréquente qu'on reçoit? Un quart égale 1,4. Alors, il vous est arrivé parfois d'aller dans des soirées, de discuter avec des amis, et puis quand on commence à parler chiffres, tout ça, il y a quelque chose qu'il ne faut vraiment pas aborder, c'est la question des pourcentages. Non, les pourcentages, oh là là, ça fait mal. Alors là, on a les 3 majeures difficultés de l'éducation au calcul. Alors ce soir, nous avons déclaré les mathématiques grande cause nationale. Et nous allons guérir tous ensemble. Et je vais essayer de vous montrer que les mathématiques, ce n'est pas uniquement le calcul, mais c'est autre chose. Et pour ça, je vais vous raconter plusieurs histoires. La première histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire dramatique, une histoire de héros, une histoire de guerriers. Vous voyez sur cette photo un avion américain qui vient de se faire canarder par des mitraillettes japonaises. Terrible. Le GI est revenu au bercail, heureusement. Alors, nos généraux américains se demandaient mais comment nous allons faire pour sauver nos pilotes de ces vilaines mitraillettes japonaises. Ça se passait dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on a fait des études. Où est-ce que les balles des Japonais arrivent sur nos avions? Alors, vous avez ici des exemples. Alors, nos généraux américains nous disent, c'est simple, on va protéger la carlingue de nos avions, on va mettre du blindage supplémentaire à ces endroits-là, et tant pis pour les Japonais. Alors quand même, il y avait un gars, un général, qui s'est dit, mais peut-être on pourrait demander à un mathématicien, par exemple, ce qu'il en pensait, un gars qui avait été éduqué aux mathématiques. Et ils sont allés voir ce monsieur, Abraham Wilde, un statisticien célèbre. Et Abraham Wilde s'est dit, non, il ne faut pas blinder aux endroits où vous voyez des points rouges. Au contraire, il faut blinder les avions aux endroits où vous ne voyez pas de points rouges. Et pourquoi? Tout simplement parce que les avions qui ont été touchés, par exemple, sur un moteur, eh bien, ils ne sont pas rentrés au bercail. Vous ne les avez pas vus, tout simplement. Et alors, donc c'était exactement le contraire qu'il fallait faire. Heureusement que Abraham Wilde avait pensé ces choses-là. Alors, la première leçon qu'on va apprendre ce soir, tous ensemble, c'est que les mathématiques apprennent à nous méfier des évidences et à nous poser la question du pourquoi et peut-être du pourquoi pas. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire un peu étrange. Vous allez me dire, celui-là, c'est un original. Je vais me poser la question, combien de pattes faut-il pour avancer? Qu'est-ce que ça a à voir avec les maths? Alors, regardons un petit peu ce qui se passe dans la nature. On a des animaux à 2 pattes, à 4 pattes, à 6 pattes, à 8 pattes, et on a même des animaux à 1000 pattes. Alors, ok, les animaux, c'est bien, mais nous, on est peut-être plus que ça, et puis on arrive à fabriquer des choses, puis on arrive à avancer, puis on est au XXIe siècle. Et combien de roues faut-il pour avancer? Alors, il y a des gens qui aiment bien une seule roue, il y a des gens qui aiment bien le 2 roues, il y a des gens qui aiment bien le 4 roues, certains préfèrent même le 6 roues,
et d'autres le 8 roues. Et puis, il y a même des gens qui préfèrent le 132 roues pour transporter des grosses machines que l'être humain fabrique. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les mathématiques? Mais moi, j'ai remarqué que les humains avaient fait aussi des engins à 3 roues. Tiens, étrange. Pourquoi les animaux, il n'y a pas d'animaux avec 3 pattes? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Pourquoi il n'y a pas d'animaux avec 3 pattes? Alors moi, je suis allé voir des biologistes. Je leur ai posé la question. Comment ça se fait que dans la nature, on ne voit pas d'animaux à 3 pattes alors qu'il y a des vélos à 3 roues? Et que 3, c'est bien, c'est stable, on avance bien. D'ailleurs, les enfants y arrivent. Et de fil en aiguille, on s'est même demandé pourquoi et comment les pattes venaient au serpent. Alors là, c'était extraordinaire. Et puis, il y a des gens comme ça, des mathématiciens, des biologistes, qui ont commencé à se poser ce genre de drôles de questions. Et puis, ils ont écrit des livres. Cet excellent livre, par exemple, Comment les pattes viennent au serpent. C'est toute une histoire autour de la plasticité du vivant. Comment expliquer que le vivant est plastique, comment les phénomènes d'émergence se comprennent grâce aux mathématiques. Et cette collaboration entre les mathématiques et la biologie, c'est ce que vous voyez là, c'est en quelque sorte une explication, une modélisation pour expliquer pourquoi les taches viennent au léopard. Et plus sérieusement, pour comment on va pouvoir guérir les maladies grâce aux mathématiques et à la modélisation. Donc c'est une chose assez sérieuse. Et la leçon numéro 2 que je retiens de cette histoire, c'est tout simplement que les mathématiques nous amènent à nous poser parfois des questions complètement absurdes, mais qui font avancer la science. Ma troisième histoire, une histoire un peu plus marrante, c'est l'histoire des statistiques. Winston Churchill disait « Moi, je me méfie des statistiques, je ne comprends que les statistiques que j'ai faites moi-même. » Et un grand homme politique disait « Une vérité est un mensonge qui a longtemps servi. » Cet homme, c'était Édouard Herriot, c'est un petit Lyonnais, vous le connaissez bien. Alors moi, j'aime bien cette phrase d'Édouard Herriot. Alors, regardons ensemble, si vous voulez bien, cette courbe, ces graphes. Vous en avez tous les jours à la télé. Dans les journaux, dans les magazines, on vous explique comment ça se passe. Tiens donc, c'est étrange. Hein. Là, je vois la consommation de crème sûre, c'est la crème assez aigre en France, là c'est canadien. Et puis, je vois que quand même, c'est bizarre, le taux d'homicide suit étrangement la courbe de la consommation de crème. Tiens donc, c'est étrange, c'est tellement étrange que peut-être qu'il y aurait une relation entre les deux. Peut-être même que ceux qui mangent de la crème pourraient devenir des meurtriers. Ah ouais, on pourrait faire des études. Étrange. Vous avez déjà vu des courbes comme ça, hein, c'est tous les jours. Hein. Et puis, vous avez des courbes comme celle-là, encore plus frappantes, qui nous expliquent que tout ça, c'est dû au pétrole. La collision entre les trains et les voitures au Canada a quelque chose à voir avec les puits de pétrole en Arabie Saoudite. Hein. Sans doute. Ouais, moi, je vous dis qu'il y a quelque chose. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît, ce soir avec ces courbes de tendance qui se suivent trop de près. Soyez critiques. Regardez un petit peu. Peut-être on a superposé en trichant un petit peu, en enlevant les données erronées. Eh bien, la leçon numéro 3 que nous allons retenir ce soir, c'est que les mathématiques servent à développer le sens critique. Et surtout, ne pas confondre corrélation et causalité. Deux phénomènes corrélés peuvent avoir des courbes qui vont se suivre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité. La quatrième histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est une histoire étrange, une histoire un peu ancienne qui vient du 19e siècle. Moi, je me demande si vraiment les jeunes, s'il y a beaucoup de jeunes ce soir dans la salle, levez la main. Ouais, applaudissez, voilà, très bien. Moi, on me dit, les jeunes, ils sont de plus en plus grands. Je n'ai pas dit de plus en plus intelligents, hein. De plus en plus grands. Mais c'est vrai, c'est ça. Alors, écoutez, on va faire un vote, si vous voulez bien. Je vais vous proposer 2 assertions. La première assertion dit que quand les parents sont grands, les enfants sont encore plus grands.
La deuxième assertion, c'est B, c'est quand les parents sont grands, les enfants ont tendance à être un peu plus petits que les parents. Alors, voyons voir. Qui est-ce qui vote pour A? Levez la main. OK. Qui est-ce qui vote pour B? Ah, pas terrible. Eh bien, c'est Francis Galton qui a donné la réponse en 1869. La réponse était B. Alors, comment Francis Galton a fait ça? Francis Galton a d'abord cherché des données. Il a mesuré 984 enfants qui étaient devenus adultes. Il a mesuré les parents aussi. Il a fait un grand tableau. Il a mis sur les X la taille des parents. Il a fait un petit dessin comme ça où il a mis tout l'ensemble de la situation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué que ces points avaient l'air de se retrouver autour d'une ellipse. Et puis il a fait quelques calculs. Et puis il est apparu que si les parents avaient la même taille que les enfants, alors normalement, la tendance devait suivre cette courbe qui est une droite rouge. Or, les données suivent la courbe bleue. Et vous voyez, elle est un tout petit peu en dessous de la courbe rouge. Ça veut dire que quand les parents sont grands, les enfants sont un peu plus petits. Et surtout que quand les parents sont petits, les enfants sont un peu plus grands. Alors, je vous rassure, ça marche aussi dans plein d'autres choses, notamment l'intelligence. Et les mathématiques vous donnent même une formule. On va passer sur cette formule un peu trop compliquée. Alors, qu'est-ce que l'étude de Francis Galton nous apprend? C'est que les enfants sont un peu plus petits que les parents quand les parents sont grands. C'est ce qu'on appelle la régression à la moyenne. Alors, la leçon numéro 4, ça sera que les mathématiques permettent d'établir des vérités qui sont loin d'être évidentes. Et il faut travailler. Alors, la cinquième histoire, une histoire où on se dit, je vais vous dire, il faut se méfier de la proportionnalité. Alors, on va faire un petit quiz. Je vous sens chaud. Un bébé de 3 mois pèse 6 kilos. C'est vrai. Combien pèsera-t-il à 6 mois? À 12 mois et à 24 mois. Les parents, vous n'avez pas le droit de répondre. Uniquement les jeunes. Alors on se dit, à 3 mois, 6 kilos, à 6 mois, peut-être 12, à 12 mois, 24, à 24, 48. Non. Ok, vous l'avez compris, non. Les vrais chiffres, ce sont ceux-là. 8 kilos, 10 kilos et 12 kilos à 24 mois, heureusement. Alors, ça, c'est la proportionnalité. Il faut s'en méfier. On va refaire ensemble une petite expérience, vous allez voir, c'est marrant. Alors, vous voyez, c'est bientôt l'apéro. On a quelques coupes de côte-rouennaise. Ici, c'est un petit peu de champagne. Consommez toujours avec modération, soyez raisonnables. J'ai rempli mes coupes aux 2/3, d'accord? Et je me pose la question, combien de coupes je peux verser dans la dernière? Alors, à votre avis, est-ce que je peux verser une coupe, 2 coupes, 3 coupes ou 4 coupes? Peut-être même 5. À votre avis, qui est-ce qui vote pour 1? Qui est-ce qui vote pour 2? Qui est-ce qui vote pour 3? Attention, il ne reste plus beaucoup de coupes. Qui est-ce qui vote pour 4? Ok. Alors, eh bien, c'est entre 2 et 3. Pas évident à voir avec l'œil. Et les mathématiques vous disent que c'est exactement 2,375. Étrange. Je vous encourage à faire cette expérience chez vous tout à l'heure. Alors maintenant, pire, si je remplis les coupes à moitié et que j'essaye de verser quelques coupes dans la dernière, à votre avis, combien de coupes? Vous, combien? Oui, vous, là, au premier rang. 4. Et vous? 1. 7. Waouh! Impressionnant. Finalement, quand les coupes sont remplies à 2/3, 2,4. Quand les coupes sont remplies à moitié, c'est 7. Eh bien voilà, c'est là la leçon, la 5e leçon de cette histoire de ce soir. L'éducation au calcul nous apprend à maîtriser la multiplication et nous permet de penser au-delà de l'addition, c'est-à-dire au-delà de la proportionnalité. Alors,
les conclusions que je mènerai ce soir avec vous. L'éducation en mathématiques, bien sûr, permet de créer des esprits libres, constructifs, rationnels, bien entendu, mais surtout des gens qui posent des questions, qui se posent des questions. Des gens qui doutent des évidences, qui cherchent des arguments pour atteindre peut-être parfois des vérités complexes, mais des vérités démontrées. Des emmerdeurs, finalement. Mais surtout des gens qui peuvent imaginer l'impossible. Les mathématiques, l'éducation en mathématiques, c'est l'éducation à la transgression. Et je terminerai par cette histoire de Thomas Nicely, qui vient de mourir il y a quelques semaines d'un tragique accident de voiture. Thomas Nicely, en 1994, avait mis le doigt sur quelque chose d'incroyable qu'on a appelé le bug du Pentium. Il faisait des calculs, c'est un mathématicien, il faisait des calculs avec un ordinateur tout neuf qu'il avait acheté et qui était muni d'un processeur Pentium. Il faisait des calculs sur une constante qui s'appelait la constante de Brin. Ces calculs étaient fort complexes. Il y avait des additions, des multiplications, des divisions, plein de calculs. Et puis les résultats de tout ça amenaient à quelque chose d'étrange. Et Thomas était vraiment pas content, il se disait « Tiens, c'est bizarre, j'aboutis pas à ma conclusion ». Il a refait ses calculs, il a revérifié son programme, il a essayé sur un autre ordinateur, tiens, ça ne donnait pas exactement les mêmes calculs. Puis à la fin, il a pensé l'impossible, l'impossible. Et si mon ordinateur se trompait, vous imaginez d'imaginer que son ordinateur ne s'est pas additionné, que votre calculatrice vous ment, qu'elle ne s'est plus multipliée. Eh bien, c'est ça que Thomas a réussi à démontrer, que le processeur que Intel, la grande compagnie Intel, avait fabriqué, son processeur Pentium, avait un bug. Au début, Intel a dit « Non, c'est pas vrai, c'est un matheux, il raconte n'importe quoi ». Mais en vérité, Thomas avait absolument raison, et Intel a changé tous les processeurs des ordinateurs. C'était en 1914, et on raconte cette histoire dans toutes les licences quand vous faites de l'informatique. Alors voilà ma conclusion. Si vous posez ce genre de questions, aujourd'hui, pourquoi ne pas aimer les mathématiques ? Merci.